multiforme et permanente. Messieurs, vous allez donc analyser les conclusions des résolutions, en tout cas de ce comité central-là. Quels sont vos avis? Commençons par vous et ensuite après, on ira sur le mouvement lancé trop, c'est trop. Commençons par vous, Marius Comoé. Alors, je l'ai toujours dit et je pense que le président Gbagbo nous démontre encore au cours donc, de cette conclave qu'il est un leader politique toujours respectueux des tests qui régissent le fonctionnement de la République. Rappelez-vous que devant la CPI, il disait aux juges de la CPI que c'est parce qu'il respectait les lois de la République, les lois de son pays, qu'il se retrouvait devant eux. Et depuis qu'il est là, jamais il n'a posé, pour l'instant, un acte allant dans le sens de la violation, allant dans le sens de la violation de nos droits, de nos lois. Et donc, en appelant donc ces militants à la raison, en appelant ces militants à s'abstenir de poser tout acte allant dans le sens de mettre en mal l'unité nationale, je pense que, et il a dit lui-même, il donne l'occasion, il donne le temps à nos gouvernants d'arranger le pays. Mais il ne s'agit pas de construire des infrastructures, il ne s'agit pas de venir construire des écoles, envoyer l'eau par-ci, envoyer l'électricité par-là. Quand il parle d'arranger le pays, c'est de régler les questions liées justement au champ politique, y compris justement l'inscription de son nom sur la liste électorale. Parce qu'on l'a dit nous-mêmes sur ce plateau, rien ne devrait en principe empêcher l'inscription de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et nous avons développé les raisons ici au point que je ne reviendrai pas là-dessus. Cependant, et je le dis, j'appelle encore de tous nos voeux le président de la République, j'appelle plutôt son sens de responsabilité et j'en appelle donc à sa magnanimité, mais j'en appelle surtout à son sens du pardon, que son cœur se prête au pardon. Je l'ai dit, on sait ce qu'il a subi, on sait ce que ses adversaires politiques d'hier, y compris le PDCI, le FPI et autres, lui ont fait vivre de toutes les couleurs. Mais on ne dirige pas un pays, on ne prend pas la tête d'un pays pour naturellement rendre à ses adversaires ce que soi-même on a subi. C'est parce que justement ils ont posé des actes hier qui n'étaient pas agréables à l'opinion publique et même aux dispositions divines qu'ils ont perdu le pouvoir. Ce que lui donc ne se mêle pas à faire de même avec son régime comme hier il en a subi avec ses adversaires. Qu'il se prête au pardon et que le pays avance de toutes les façons. Et on le dit toujours, personne n'a réalisé ce que lui il a réalisé après le père fondateur, le père de l'indépendance moderne de la Côte d'Ivoire, qui n'est autre que le président Félix Houphouët-Boigny. Il est le seul, après lui, qui a réalisé tout ce que nous avons vu, qu'il continue les œuvres qu'il a bâties en mettant en place les conditions d'une élection de 2025 apaisante, les conditions d'une élection de 2025 qui permet à tous les acteurs les plus importants de la politique ivoirienne, comme on a fait avec Marcoussi, en permettant à tous les acteurs de Marcoussi d'être candidats, qu'on permette justement à tous les acteurs d'être éligibles et que le pays et que les Ivoiriens, aillent décider, choisir le responsable qu'ils jugent compétent pour diriger les destinées de ce pays. Aussi simple que ça. Très bien. Merci beaucoup, Marius, pour votre point. Daouda, votre commentaire. On a les conclusions, justement, du comité central. Il y a donc que le président Laurent Gbagbo, qui estime être soucieux de donner une dernière chance à la négociation, aux discussions, n'est pas allé dans le sens de certains militants qui demandaient des actions fortes et des actions de rue. Réaction? Non, je trouve que M. Laurent Gbagbo, il a été bien avisé. Il a été très mesuré, donc pour moi c'est très bien. Il faut toujours donner une chance au dialogue et à la négociation. Si on peut offrir ça au peuple de Côte d'Ivoire depuis les années 90, je pense qu'on n'a pas eu accès à tout ça. Ça c'est la première des choses. Mais ce sur quoi j'aimerais juste m'apaisantir, c'est que, comme mon grand frère Marius dit que tous les acteurs doivent laisser tous les acteurs être éligibles, j'ai un petit problème avec ça parce que c'est pas que je suis contre le fait que tout le monde soit candidat. Hein. Je veux dire, l'inclusivité d'une élection ne peut pas être liée à un individu. C'est-à-dire? Non, non, bien sûr.
quand on dit élection libre, transparente et inclusive, oui. c'est-à-dire que tous les partis politiques peuvent compétir. Dans la situation actuelle où nous sommes, il y a des individus qui ont une équation personnelle avec la justice. Et donc, si ces personnes ont une équation personnelle avec la justice, pour moi, il doit avoir en fait quelqu'un en back-off, en arrière-plan, qui peut venir prendre le lead, puisque l'inclusivité n'est pas liée à l'individu. Mais vous savez que la question des différents plans, justement, dans les chapelles politiques, aujourd'hui, ils disent non, il n'y a pas de plan A, enfin B, C, D, E. C'est le plan unique qui tient, selon eux. Réaction? C'est le plan unique qui tient, selon eux, mais on ne pourrait mettre... Nous sommes, je pense que, tout à l'heure, il a dit qu'au temps de Ouattara, il aurait subi des choses comme ça. Je pense que ce n'est pas la même chose. Il faut nuancer les choses. Parce que des choses ont été mises en place pour empêcher quelqu'un d'être candidat. Or, dans le cas présent, il n'y a pas eu la loi n'a pas été modifiée pour empêcher quelqu'un d'être candidat. C'est plutôt des situations de justice qu'il y a eu, des condamnations de justice qui ont eu lieu. Je pense que l'exemple le plus palpable, toujours on va dire le même exemple, c'est l'exemple du Sénégal, où, comment on appelle ça, Sonko condamné, ne pouvant pas y aller. Après, même Diomaye Faye aussi était en prison, mais lui, il n'avait pas perdu ses droits civiques. Finalement, c'est lui qui était le cheval. Pour dire que l'inclusivité, il faut qu'on explique aux Ivoiriens que ce n'est pas lié à un individu. L'inclusivité, c'est les partis politiques. Est-ce que tous les partis politiques peuvent compétir? Oui. Pour moi, il n'y a aucun problème. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, l'impression que j'ai et que beaucoup d'Ivoiriens partagent, on a comme l'impression que dès l'instant on crée un parti politique, on devient chef d'un parti politique, on est au-dessus de la loi. On ne peut pas être au-dessus de la loi parce que ce soit un homme politique, ou moi un journaliste, ou bien un policier, ou bien n'importe qui, nous sommes tous justiciables devant la loi. Donc, après, on peut discuter du fond. Est-ce qu'il a braqué, est-ce qu'il n'a pas braqué, tout et tout. Mais pour moi, s'il y a une décision de justice qui est sortie, on ne peut pas mettre ça en perte et profit. Pour moi, c'est comme ça que ça marche en fait. Mais dire que oui, c'est des situations politiques, c'est ceci, c'est cela, ça me pose véritablement un problème. Donc voici le point que je voulais juste faire sur ce point, Gbagbo Laurent. Très bien. Écoutons justement Barry, docteur Barry, quelle est votre lecture de la situation? Le comité central réuni, le président Laurent Gbagbo a parlé, il a donné sa vision de la chose. Il crée un mouvement, donc trop c'est trop, qui rassemble un peu des personnes qui ne sont pas très contentes du système en place et tout cela, au lieu d'actions de rue que demandaient en tout cas certains militants. Comment jugez-vous la stratégie justement? Écoutez, M. Laurent Gbagbo est un homme avisé, c'est quelqu'un qui est en politique depuis, je dirais peut-être 50 ans, donc il fait de la politique en fait. Quand vous suivez son intervention, normalement, le rôle de l'opposition, c'est aussi de pouvoir récupérer toutes les personnes qui ne sont pas satisfaites de la gouvernance actuelle. Parlons de la cible, donc de l'opération. Justement, c'est ça faire la politique. Vous savez, la politique, c'est une question de stratégie. Et c'est que dès qu'un contexte politique se présente à vous, en tant que parti d'opposition, vous saisissez la balle au rebond pour pouvoir bénéficier des intérêts que peut vous procurer cette situation. Donc pour moi, le président Gbagbo, il fait de la politique. Tantôt, il monte le curseur, tantôt, il stabilise le curseur selon le contexte. Et je voudrais saluer sa posture parce que pour moi, je sais que généralement, quand il y a une situation entre griffes d'injustice qu'un leader politique pense subir, les militants sont un peu chauffés à bloc par certains individus. Ça fait partie de la politique. C'est une manière aussi de protester. Et nos démocraties africaines, je pense que généralement, c'est là où le bas blesse. Moi, je pense qu'il faut essayer dans nos démocraties de bâtir ce qu'on appelle le respect de la liberté fondamentale de l'autre. C'est très important. Tout à l'heure, M. Komoué Daouda a évoqué la condamnation, mais j'ai envie de dire que le président Donald Trump est sous la condamnation de la justice américaine, mais il est président des États-Unis. Ça passe. Donc, à notre niveau en Afrique, je pense que si on a vécu des situations, il faut s'asseoir froidement, analyser. Est-ce que si je prends telle posture, vers où cette posture me mène? Aujourd'hui,
les partis politiques d'opposition, certains ne sont pas contents. Qu'est-ce qui peut ramener les uns et les autres à la tranquillité? C'est peut-être un cadre de dialogue. Et je pense que c'est ce que les partis politiques de l'opposition demandent, notamment le PPACI qui n'a cessé de demander ça. C'est normal, ça fait partie du jeu démocratique que de demander un dialogue avec le parti au pouvoir. C'est ce qui est souhaitable d'ailleurs. Ce qui n'est pas souhaitable, c'est de régler des contentieux dans la violence. Voilà, parce que là, ça met à mal la sécurité des personnes et des biens. Mais moi, je pense qu'à mon niveau, il ne faut jamais faire de l'économie d'un dialogue par rapport à une situation politique. C'est vrai, la justice a rendu un verdict. C'est un fait qu'on ne peut pas discuter. Mais pour l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne, je veux dire, souvent, il y a de la hauteur qu'il faut prendre. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Et vous l'avez senti là, lors de ce comité central? Oui, c'est ce que, en tout cas à mon niveau, c'est ce que je constate à son niveau. Il s'est dit que ce n'est pas le moment d'aller dans la rue. Il faut déjà donner une chance à la discussion. Et c'est ce qui est souhaitable. Très bien. Ce que nous souhaitons, c'est qu'autour de la table, chaque acteur pose ses problèmes et trouve un consensus et on va aux élections tranquillement. Élisée Boloubeu, votre regard justement sur les conclusions de ce comité central et la prise de parole du président Laurent Gbagbo. Ok, d'accord. Je note déjà dans la forme, j'ai trouvé que c'était une rencontre, je vais dire un comité central plus ou moins un peu populaire, avec tout ce qu'on a vu dans la cour et tout le dispositif mis en place. Ça ressemblait plutôt, je dis, je dirais pas un giga meeting, mais un meeting modéré. Les militants attendaient-ils dans ce moment-là? Voilà, qui ressemblait plutôt à un meeting. Je ne sais pas s'ils attendaient ou pas, mais toujours est-il qu'ils ont répondu présent. Pour un comité central, on a plutôt eu droit à, je dirais, un meeting un peu modéré. Sur je dis les propos du président Laurent Gbagbo, à dire vrai, je n'ai pas trouvé quelque chose qui pour moi semble être alarmant. Voilà, j'ai vu qu'il a juste lancé à nouveau encore, je dirais, un autre appel, après celui de Benoît. Je crois qu'on a un nouvel appel encore, qui est cet appel-là qui a pour slogan « Trop c'est trop ». Donc, appeler tous ceux-là qui ont quelque chose à reprocher au régime ou qui estiment ne pas être en accord avec la politique mise en place par le régime, de pouvoir les rejoindre pour qu'ensemble, ils essaient plus ou moins de porter cette voie-là et puis faire comprendre les griefs et les mécontentements. Pour moi, c'est de la politique. Tant que ça va dans ce sens, je ne trouve aucun inconvénient. Là où on est souvent vraiment, je vais dire, en inadéquation avec les hommes politiques, c'est lorsque ça prend des tournures qui vont dans le sens de la violence. C'est ce que nous condamnons. Et c'est en cela que je disais que la dernière fois, vous avez vu, moi j'ai suivi méticuleusement la réaction sur les réseaux sociaux des militants qui sont venus, mais dans les propos de plusieurs, on a senti comme une déception. Comme s'ils attendaient quelque chose qui devait les emmener à aller affronter, à aller en découdre. Justement, pourquoi mais c'est ce que je dis, c'est pourquoi je dis, vous êtes responsable de ce que vous dites, mais vous n'êtes pas responsable de comment les gens comprennent. Quand le président Gbagbo à Dabou disait que dans 2 semaines, on va donner un mot d'ordre, j'ai dit sur ce plateau ici, mot d'ordre là, dans l'entendement des citoyens, la majorité, dans la plupart des cas, quand ils entendent mot d'ordre, c'est une affaire où ils vont se lever pour descendre sur le terrain, où il y aura, si possible, même affrontement. Ça, c'est comme ça, c'est dans l'esprit des citoyens, des militants, c'est ce qui est généré. Par contre, les gens donnent mot d'ordre, c'est toujours dans ce sens-là qu'on comprend. C'est pourquoi il faut choisir les vocables. Et quand on a, et justement, les réactions des uns et des autres à la suite du meeting m'ont donné raison. Parce que pour plusieurs qu'on a entendus, ils semblaient partis un peu découragés parce qu'ils attendaient plutôt à ce qu'on leur dise on a investi les rues, on a envahi les rues à telle période et tout ça. Donc il faut qu'on soit vraiment très, très regardant sur les thèmes qu'on choisit vis-à-vis. C'est plutôt l'opération trop c'est trop. Non, il a dit le mot d'ordre sera lancé au moment opportun, les rues seront prises, mais pour l'heure, il appelle à la patience. Parce que, et on ne va pas aller dans la rue pendant qu'on nous y attend. On choisira le moment opportun. Mais moi, je trouve que ça, c'est vraiment de la politique. Bon, vous dites à votre adversaire qu'on va choisir le moment où vous n'êtes pas dans la rue, mais il dormira dans la rue. Et quand il va veiller dans la rue, vous faites quoi? Vous irez ou vous n'irez jamais? Non, soyons. C'est de la stratégie. C'est juste pour rire, c'est de la stratégie. Moi, je crois que le président Laurent Gbagbo, en le disant juste, certainement qu'il a compris que les gens bouillonnaient vraiment de distance sur le terrain, peut-être en découdre, mais il a compris que ce n'était pas certainement la voie qu'il fallait. Ce n'est pas ce qu'il faut pour le moment dans ce contexte-là, parce que ça risque de nous faire plus de mal que de bien. Et ça, je salue vraiment cette grandeur d'esprit-là à ce niveau. Maintenant, j'ai vu aussi la déclaration de Maître Abiba Touré, qui pour moi a été beaucoup plus incisif que même le président Laurent Gbagbo, sur tous les éléments sur lesquels elle est revenue, réinscription du nom du président Laurent Gbagbo, qui est d'accord, c'est un combat porté depuis, la mise en place d'un nouvel organe électoral consensuel,
l'audit de la liste électorale et une révision de cette liste avant la présidentielle de 2025. Moi, pour moi, tout ça, c'est de la surenchère. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on ait l'honnêteté de le reconnaître. Soit on est en train de dire implicitement que les élections seront reportées. Donc, si les élections sont reportées, c'est-à-dire qu'on met à porte-à-faux la Constitution, parce que, je l'ai dit la dernière fois, l'article 56 de la Constitution est clair là-dessus. L'élection présidentielle se tient à la 5e année du mandat du président en cours et au dernier samedi du mois d'octobre. Donc, on ne peut même pas entrevoir un report. Est-ce que le PPACI a la capacité de faire reporter l'élection présidentielle, justement? Non, mais ce n'est même pas avantageux, ni pour le PPACI, ni pour quiconque dans ce pays, qu'on reporte les élections. C'est avantageux aucunement. On ouvre une boîte de Pandore, on ouvre une aventure incertaine qui risque de plonger notre pays dans le chaos. Donc ça, je pense que vraiment, il faut être honnête de le reconnaître. Ce n'est pas des choses qui soient réalisables maintenant. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. On peut discuter certaines choses, mais ça, ce n'est pas possible. Et en plus, quand on dit qu'on est légaliste, qu'on respecte la loi, mais respecter la loi, on nous a servi ici, le PPACI, nous a servi ici qu'il y a une décision de justice prise par la Cour de justice des droits de l'homme africaine qui n'est pas appliquée. Mais la CEDEAO, l'organisation sous-régionale, là, dit qu'on ne peut modifier un test électoral à 6 mois d'élection. C'est impossible. Donc, on peut respecter les décisions de la Cour de justice et refuser de respecter un principe, un protocole établi par la CEDEAO. Il faut qu'on soit quand même cohérent. Donc, pour moi, si on est légaliste sur tous les aspects, on n'est pas légaliste à moitié. Ça, c'est ce que je voulais dire. Je voudrais terminer sur la question, voilà, c'est vraiment terminer là-dessus. Sur, tout à l'heure, comment dirais-je, Daoud a parlé un peu des personnalités, de l'inclusivité et tout ça. Moi, je voudrais être vraiment très tranchant là-dessus. Oui, allez-y. Moi, j'estime pour ma part qu'il n'y a aucun homme providentiel qui soit en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, Élysée? Il n'y a pas quelqu'un qui est un messie en Côte d'Ivoire, ça n'existe nulle part. Il n'y en a pas. Vous pouvez apporter votre grain de sel comme le militaire apporte son grain de sel, comme l'instituteur apporte son grain de sel, comme l'écolier apporte son grain de sel, comme le pompier, comme chaque acteur apporte son grain de sel. C'est de ça que je veux parler justement. Il n'y a pas quelqu'un qui soit un homme providentiel. Il n'y a pas quelqu'un qui soit un messie pour la Côte d'Ivoire. Ça n'existe nulle part. Les militants des partis politiques ne l'entendent pas de cette oreille, justement. Mais justement parce qu'on leur a toujours fait croire qu'en dehors de nous, notre personne, personne d'autre ne peut réfléchir comme on réfléchit. Personne d'autre ne peut avoir la capacité qu'on a. Voilà, c'est ça le problème, justement. C'est justement ça le problème. Aujourd'hui, je dis et je répète, il faut que les Ivoiriens et les militants comprennent qu'il n'y a aucun homme qui soit un homme providentiel. Autant quelqu'un peut réaliser quelque chose, d'autres peuvent aussi réaliser d'autres choses. Donc moi, je veux vraiment qu'on sorte de ce qui nous envoie un peu dans le cul de la personnalité, où on a l'impression de dire que si tel n'est pas, le pays est au chaos, si tel n'est pas, rien ne peut marcher. Vraiment, il faut qu'on temporise. Personne n'est Jésus-Christ, personne n'est Mahomet. On est tous des hommes avec nos ombres et nos lumières, donc on peut avoir des faiblesses. C'est le même sang qui coule dans les veines de tout le monde. Donc si on n'est pas là, la Côte d'Ivoire peut pas avancer. Personne n'a imaginé encore que la Côte d'Ivoire pouvait se passer sans Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est parti, ça nous fait pratiquement près de 30 ans. La Côte d'Ivoire vit et la Côte d'Ivoire continue. Merci beaucoup, messieurs. Permettons qu'on puisse évoluer pour évidemment respecter notre agenda. On va écouter, je vous propose d'écouter donc une partie du discours. Et là, on arrive au second sujet du président du COJEP, Charles Blé Goudet, qui, in fine, appelle la classe politique au dialogue. Écoutez. Je parle des Ivoiriens que vous n'entendez pas. Je parle des Ivoiriens qui n'ont pas la possibilité de se faire voir sur les réseaux sociaux, ni ailleurs. C'est d'eux que je parle. Ceux-là ont la peur au ventre. Je me tiens devant vous aujourd'hui, lundi 28 avril 2025, pour lancer un appel. Oui, je pense, et je crois fermement dans les vertus du dialogue. J'appelle à l'organisation d'un conclave politique national, devant réunir autour de la table le pouvoir, toute l'opposition et la société civile. Organiser ce conclave ne serait pas une faiblesse, ni une défaite pour le pouvoir. Ce ne serait pas non plus une victoire pour l'opposition. Ce serait une démonstration en faveur de la paix et la stabilité. Marius Comoé, que pensez-vous justement de cette adresse et ces mots choisis du président du COJEP, Charles Blé Goudet, en face, vis-à-vis en tout cas des Ivoiriens? Je l'ai toujours dit, M. Charles Blé Goudet, depuis son retour de La Haye, adopte l'attitude d'un homme politique
qui atteint une certaine maturité et qui ne prononce plus les mots comme bon lui semble. Sinon, il y a une grande différence, une très grande différence entre le Charles Blé Goudé de 2000 à 2000, j'allais dire 10, on ne pas dire 2011, et le Charles Blé Goudé de retour de la prison de Schweinungen. Qu'est-ce qui a changé justement? Mais la maturité, le sens de la responsabilité. Ce qu'il demande là, mais ce n'est pas sorcier. C'est quelque chose que nous avons toujours exigé et demandé sur ce même plateau. La table de discussion. Quand on est au pouvoir, on ne ferme pas la porte de discussion avec son opposition. Surtout que l'opposition est demandeur, pour ne pas dire demanderesse, d'une telle table. En quoi cela constitue une préoccupation majeure, un problème particulier pour le régime au pouvoir de s'asseoir à une table de discussion et d'écouter son opposition? Le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, feu Amadou Bon Coulibaly, l'avait fait et il avait réussi de très belle manière. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko l'avait fait et il avait bien réussi et de très belle manière. Pourquoi depuis des mois et des mois, l'opposition en appelle à une table de discussion et le régime nous donne le sentiment d'être totalement sourd à l'ouvrir cette table de discussion? Allez discuter là. C'est là au rendez-vous du donner et du recevoir. Et donc nous pensons qu'il est nécessaire qu'il y ait discussion, qu'il y ait concertation entre les acteurs politiques. On n'a même pas... Lui, il a poussé un peu le champ plus long en appelant donc à l'intégration de la société civile. Moi, je pense qu'on peut même se limiter aux acteurs politiques, puisque c'est eux qui causent les problèmes dans le pays. C'est eux qui sont à la base de nos malheurs. C'est eux qui créent les crises dans le pays. Ce n'est pas la société civile dont moi-même je suis membre. Non, il faut bien que nos acteurs politiques comprennent la nécessité de s'asseoir, de s'entendre sur les différends et de nous éviter les problèmes qu'ils nous font subir en allant en exil, quand ils créent les crises, en continuant à compter les morts et en continuant à faire perdre au pays tout ce que nous avons pu réaliser toutes ces années. Il faut qu'on mette un terme aux crises à l'approche de nos élections. Et cela ne peut se faire qu'en allant à la table de discussion. Et je salue d'ailleurs l'opposition d'avoir le sens de la responsabilité, d'en appeler le régime à une table de discussion. C'est cela qu'il faut de plus en plus dans notre pays. Et le régime ne doit pas aussi fermer la porte à l'opposition. Alors, Daouda Coulibaly, pour l'instant, le régime n'a pas encore dit non, on ne veut pas discuter, mais le silence, justement, peut être compris par l'opposition comme un refus total de discussion. Ouais, effectivement, comme vous le dites, le silence peut être interprété comme une façon de ne pas vouloir discuter. Moi, j'ai écouté le président Charles Blé Goudé, je pense que c'était un discours assez calme, assez pondéré, assez modéré, un discours rempli de maturité. Le Charles Blé Goudé que nous avons connu en son temps, ce n'est pas le même Charles Blé Goudé, en tout cas aujourd'hui. Il avait promis, et je pense qu'il est sur cette voie-là. Et je suis tout à fait d'accord avec son discours quand il dit qu'il faut le dialogue. Pour moi, le dialogue est nécessaire entre le parti au pouvoir et l'opposition. Mais comment est-ce que ce dialogue peut avoir lieu? Ce dialogue ne peut avoir lieu que si les deux camps utilisent le bon ton. C'est-à-dire, Daouda? Mais, parce que je vais discuter avec Barry. Et en même temps, je dis à Barry, si tu ne fais pas ci, je vais faire ça. Donc du coup, à chaque moment, Barry et moi, nous sommes dans une discussion d'ego. Tu bandes les muscles pour m'amener à discuter. Mais je bande les muscles en ne t'écoutant pas. Donc à un moment donné, il faut que... Alors il faut changer le ton. Il faut non, mais si le ton ne change pas, qui va vouloir discuter? On entend ça et là, s'il n'y a pas le nom de X sur la liste électorale, on fait ci. Si on ne fait pas de révision de la liste électorale, on fait ça. S'il n'y a pas de RLE, on fait ci. Si on ne fait pas ci, on fait ça. Mais pourtant, finalement, je me dis, à l'analyse de la situation, mais le parti au pouvoir peut se dire, si on ouvre une table de discussion maintenant, nous sommes en train de mois de l'élection présidentielle, à 5 mois. À 5 mois pratiquement. À 5 mois pratiquement. Ouais. Élysée, le premier dialogue a pris combien de temps jusqu'au 5e dialogue? On a pris combien de temps pour faire ce dialogue-là? 2019 à 2022. Donc finalement, on commence une discussion
on commence une discussion maintenant assis à, comment on appelle ça, à 5 mois d'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que techniquement, on peut tenir le calendrier pour aller à l'élection d'octobre 2025? D'autant plus qu'on demande de faire carrément une refonte totale de, comment on appelle ça, de la CEI, de faire, il y a plein de revendications qui sont dedans. Donc c'est des débats. Moi je vais dire, quand je m'assois et je regarde les positions des deux camps, et l'agenda qui est au milieu. Et l'agenda qui est au milieu, je vais dire, est-ce que ça peut tenir? Donc au vu de tout cet agenda-là, l'autre peut vouloir rester dans son silence. Mais tout est possible, comme je l'ai dit. Ils peuvent accélérer également les discussions. Oui, mais justement, pour qu'on puisse accélérer les discussions, il faille que l'opposition et le parti au pouvoir, franchement, qu'ils enlèvent le couteau entre les dents. Très bien. Et se parler doucement, se parler gentiment, et on trouve une situation de juste milieu pour tout le monde. Très bien. Parce qu'il y a une différence entre le compromis et l'art du compromis. Quand on va les discuter, chacun de nous va faire des compromis. Il faut que chacun au moins accepte je n'ai pas dit de perdre quelque chose. Et de gagner quelque chose, voilà. Perdre et gagner. Il faut donner quelque chose pour donner le recevoir. Mais ça doit se faire, comme je le dis, c'est très important, avec le temps. Très bien. Oui, ça, écoutons Élisée, on termine avec vous, Barry. Alors Élisée, le discours du président Charles Blé Goudé qui appelle au dialogue tranche quelque peu avec tout ce qu'on pourrait voir dans l'actualité. C'est vrai que le président du PPACI a essayé à son niveau de calmer tout ça. Le discours du président Charles Blé Goudé vient également appuyer ce point de paix pratiquement, on va dire. Oui, Christelle, moi je vais vous dire, vraiment cette dernière semaine, je dirais peut-être depuis janvier 2025, pour moi c'est le discours le plus responsable d'un acteur politique que j'ai entendu aujourd'hui, avec Charles Blé Goudé. Ça, je le dis honnêtement, faux fuyant devant toutes les caméras, c'est le discours le plus responsable. Et quand je le dis, ce n'est pas vraiment fait de la démagogie. Je vais juste lire quelques portions de ce discours pour l'ensemble des citoyens ivoiriens qui comprendront. Il a dit: j'appelle à l'organisation d'un conclave national devant réunir autour de la table le pouvoir, l'opposition, la société civile. Organiser ce conclave ne serait pas une défaite ni une faiblesse pour le pouvoir, ni une victoire pour l'opposition. Ce serait une démonstration en faveur de la paix et la stabilité. Mais surtout, montrer aux Ivoiriens que nous qui prétendons parler en leur nom sommes soucieux de leur santé mentale et de leur équilibre parce que je sais qu'ils en ont besoin. Ça, c'est un. Deuxièmement, il dit: nous ne faisons pas la politique pour forcément avoir raison de l'autre ou pour le mépriser. Et il poursuit: il ne s'agit pas ici de conserver un pouvoir à tous les prix, non plus de conquérir un pouvoir à tous les prix et par tous les moyens. Et je termine parce que pour moi est une chute extraordinaire. Oui. Et ça, c'est la posture d'un leader politique responsable. Et je veux l'entendre de plus en plus de nos acteurs politiques. Non, les Ivoiriens ne méritent pas qu'on les plonge à nouveau dans une aventure sans issue au nom de nos ambitions, nos égos, de notre orgueil. Nos formations politiques ne sont pas au-dessus de la vie de nos concitoyens. Ça, je pense que depuis le mois de janvier, on n'a pas entendu un discours aussi extraordinaire, aussi responsable de la part d'un acteur politique. Et je salue Blé Goudé. Je salue vraiment Blé Goudé. Et je pense que ça doit donner de la graine à tous les acteurs politiques. Ça doit donner de la graine. Il se responsabilise. C'est un acteur politique. Ça veut dire qu'il ne se contente pas juste de voir son ego, mais il prend la peine quand même d'étudier la psychologie aujourd'hui de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, les discours qu'on tient là, la population a besoin de ça? Est-ce qu'on les fait aujourd'hui pour aider? Rejeté, hein, son recours a été rejeté vendredi dernier au tribunal de Gagnoa. Donc c'est quelqu'un même qui devait être plus amer. C'est-à-dire c'est un discours vraiment incendiaire qu'on devait avoir. Mais en lui et place, regardez ce qu'il nous sert. Mais c'est ça, c'est ce qu'on attend de nos acteurs politiques. Sur ce coup-là, je salue Charles Blé Goudé et je dis franchement qu'il vient de donner de la graine dont doivent se servir les autres acteurs politiques. Il vient simplement de nous montrer qu'il est un acteur politique aguerri et qu'il se soucie des populations. Il écoute ce que ces populations disent, il vit avec elles, il connaît leur réalité. Il sait qu'aujourd'hui, les populations n'ont pas besoin d'être dans l'anxiété, mais elles ont besoin d'être rassurées, d'avoir vraiment cette espérance-là, comme lui-même le dit, à l'avenir. Et en même temps, dans son verbatim, il parle aussi de certains Ivoiriens qui commençaient à appeler pour dire... de ranger les bagages. Voilà, du village. Voilà, s'il faut ranger les bagages pour fuir. Mais c'est ça. Ça prouve qu'il est à l'écoute des populations. Mais c'est ce discours-là qu'on veut. Un discours apaisé. On n'est pas un pouvoir. Et je répète à quiconque veut l'entendre. La gestion ou bien l'acquisition d'un pouvoir, parvenir à un pouvoir
avant qu'il soit humain, il est divin. Ça, il faut que tout le monde se mette ça dans l'esprit. Pourquoi vous parlez de cela et puis on termine? Mais parce que c'est divin, parce que les livres saints le disent. Et ça, c'est une réalité, qu'on le veut ou non. On ne parvient pas à un pouvoir par une certaine volonté. C'est le fait d'une œuvre divine. Ça, il faut qu'il le retienne. Donc, si Dieu dit, tu y seras, même si aujourd'hui tu as la queue, Dieu permettra que demain tu sois à la tête. Très bien, on termine là-dessus et on vous écoute, Barry. Quel regard et commentaire vous faites justement de cette sortie du discours du président Charles Blé Goudé? Écoutez, je voudrais, comme Élysée, saluer la posture responsable de M. Charles Blé Goudé. Je pense que en ces périodes de tension, je l'ai dit tout à l'heure pour le président Gbagbo, les acteurs politiques, souvent, ils ont tendance à monter le curseur et à le redescendre selon le contexte. Mais là, M. Charles Blé Goudé se démarque totalement de ses autres camarades parce que lui, il est carrément, depuis son arrivée, il est dans une autre posture. C'est vrai qu'on a connu d'autres parcours de vie. En même temps, il est à Cap Côte d'Ivoire. Justement, mais son discours, c'est un discours de rupture. Quand vous l'écoutez, c'est vrai qu'il est à Cap Côte d'Ivoire, mais il a un parti politique. Et Cap Côte d'Ivoire, c'est une alliance de circonstances. Chaque parti politique garde sa liberté d'initiative et d'expression. Donc, M. Charles Blé Goudé, contrairement à certains autres cadres qui, peut-être, d'autres partis politiques qui ont peut-être vécu une frustration, d'autres discours guerriers, voilà, mais je me dis quoi? Il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on dialogue? Parce que c'est la réponse à cette question qui peut vous permettre de comprendre les enjeux principaux d'un dialogue politique. Dans toutes les grandes démocraties, c'est-à-dire que l'élément le plus important de la vie politique, c'est le dialogue. Quand un président de la République, que ce soit en France ou aux États-Unis, quand il y a un problème, on ouvre le dialogue. Le président Macron, il reçoit les chefs des partis pour les écouter, pour les entendre. Sur ça, il peut céder, sur d'autres, il ne cède pas. Mais je veux dire que le dialogue, là, le président Ouattara et le président Gbagbo et tous les autres peuvent se retrouver autour de la table en 24 heures. Tous les problèmes sont résolus. Parce que l'opposition peut demander 10 points. Mais quand on va autour de la table des dialogues, on fait des concessions. Le parti au pouvoir va faire des concessions. Les partis d'opposition vont réduire, comment dirais-je, leurs points de revendication. C'est ça le dialogue. Et même la diplomatie au niveau des États, c'est toujours comme ça. Récemment, on a suivi le président Donald Trump qui menaçait l'Iran. On va vous bombarder. Il a même déployé des bombardiers stratégiques B-2 à l'île de Diego Garcia. Mais quand le Premier ministre Netanyahou est venu à Washington, c'est devant les journalistes, lui a dit, on a déjà commencé à dialoguer avec les Iraniens. On a vu également la rencontre chaude avec le président Zelensky. Justement, avec le président Zelensky. Mais est-ce que ça les a empêchés de discuter? Non, ça continue. À Rome, bien sûr. C'est ça la politique. Je veux dire qu'il faut qu'on inculque aux citoyens ivoiriens qu'on peut ne pas être d'accord, mais on peut se retrouver autour d'une table. Chacun va poser ses points. Et on analyse ce qu'il y a lieu de faire, on adapte la situation et on le fait. Et c'est ce qui fait la démocratie. Vous qui avez été aux États-Unis, vous connaissez ce qu'on appelle le premier amendement, la liberté d'expression qui est consacrée dans le texte. Aux États-Unis, même Mein Kampf, ce n'est pas un livre interdit. Donc, c'est ce que je voulais dire. Messieurs, pour terminer, avant d'écouter, en tout cas, d'avoir le journal, du moins, allons à Yamoussoukro avec les femmes du RHDP, où la présidente justement des femmes du RHDP, la ministre Arlette Badou, a annoncé le paiement de la caution de 50 millions de francs CFA pour le président Alassane Ouattara à l'occasion donc d'un... Il n'y a pas de plan A, B, C, Z. Je souhaite que humblement la sagesse vous habite pour que vous choisissez un candidat à côté. Alors, Marius, comment est justement, quel commentaire vous faites de ces moments qu'on vient de vivre? C'était donc lors de cette rencontre initiée par le maire Abi Raoul, donc au représentant du président. Commentaire, Marius? Oui, ben, vous voyez bien que ça m'a fait sourire parce que quand même le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, quand on parle du Parti démocratique, c'est donc le parti qui fait donc de la démocratie et donc de la liberté d'expression, s'entend, eh bien, son cheval de bataille. Et donc, je ne comprends pas comment se fait-il qu'un militant propose, sinon suggère à la table de séance et devant des militants gonflés à bloc, pour utiliser l'expression
de Bari, on lui arrache le micro comme si il n'avait pas droit à la parole. Et donc on n'avait pas droit, ou on ne devrait pas s'entendre à écouter de tels propos. Mais non, c'est une suite logique de ce que les uns et les autres nous ont habitués. Sous nos cieux, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas le leader charismatique du parti, personne d'autre ne peut être candidat. Mais le leader justement du parti, Tidiane Thiam, l'a annoncé dans son adresse juste après donc, la radiation. Et nous l'avons condamné ici. Il a dit qu'il n'y aura pas de plan B. Nous l'avons condamné et moi j'ai dit personnellement qu'il ramenait tout à sa personne. Et les militants l'ont suivi apparemment. Est-ce que celui qui demande le plan B ne dénote pas un peu justement de l'atmosphère générale de son parti? Sur ce plateau, nous avons toujours dit que le PDCI-RDA regorge de cadres compétents. Quand vous regardez comment le président Tidiane Thiam a pris la tête du parti du PDCI-RDA, c'est ça qui cause pour nous un certain nombre de préoccupations. Parce que nous nous en tenons aux tests même qui régissent le fonctionnement du parti. On a dû éliminer des candidats et non des moindres. Maurice Kakou-Djikawi, pour des questions qu'on dit être de justice. Pareil pour Akossi Benjo. On a dû éliminer Jean Lubillon parce que tout simplement, il n'avait pas fait plus de 10 ans au bureau politique. Mais lui-même, Tidiane Thiam, n'avait pas fait 10 ans au bureau politique, 23 ans absent du pays. Mais lui-même, Tidiane Thiam, n'était pas à jour de ses cotisations. On a voulu forcément avoir un président qui n'a autre que Tidiane Thiam. Ils se sont donné les moyens, même en violant les textes de leur parti, pour faire de lui le président du parti. Ben, aujourd'hui, c'est tout à fait normal que ce qu'ils vivent là. Ils vivent ça. Très bien. Je l'ai dit ici. Oui. Le monsieur voulait être président du parti, le PDCI-RDA. Il devrait connaître en principe les textes qui régissent son parti, qu'il veut présider. Il veut en plus être président de la République. Lui-même reconnaît que l'article 48, il l'ignorait. Et il trouve même que les dispositions de cet article sont obscures, que les gens ignoraient. Mais nous on n'ignorait pas l'article 48. Nous, on est dans ce pays-là, on n'ignorait pas l'article 48. C'est lui qui ignorait l'article 48. Et aujourd'hui, donc, l'article 48 fait obstacle à ses ambitions. Et donc, cette suggestion faite par ce militant n'est pas une mauvaise suggestion, comme nous l'avons fait pour le président Ouattara. Nous l'avons dit ici. Il pourrait aussi penser à un plan B, vu qu'il a fait un 3e mandat. Nous pourrions dire également pour le président Laurent Gbagbo qu'il aurait pu penser à un plan B. Donc tout est possible. Au PPACI, vous avez des cadres et non des moines qui peuvent également présider aux destinées de ce parti et être des candidats. Au PDCI également, au RDR, au RHDP, pardon. C'est devenu RHDP. Au RHDP maintenant, on peut également avoir il y a énormément de compétences capables de succéder à M. Ouattara. Bref, très bien. L'un mis dans l'autre, chacun doit penser à un plan B. Point bas, c'est tout. Très bien. Élisée Boloube, réaction. Ok. Moi, je pourrais comprendre la colère des militants du PDCI. Je pourrais comprendre vraiment, je veux dire, que l'état d'esprit qu'ils peuvent avoir actuellement. Mais comme je le dis, il faut savoir raison garder. La chaîne a été assez responsable pour ne pas produire juste des choses qui étaient acceptables dans les propos. Sinon, ce qu'on a entendu dans cette réunion d'hier, vraiment, il y a des choses qui sont de nature à exacerber encore des tensions. Il y a des propos qu'on a entendus, moi je ne parlerai même pas de tribalisme, mais de xénophobie exacerbée hier qu'on a entendu lors de cette réunion. C'est inadmissible. On peut comprendre que vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas d'accord, mais il faut savoir avoir des limites. Et c'est en cela que moi j'attire l'attention des soins du PDCI, ceux qui étaient à la table de séance. Mais vous ne pouvez pas entendre de tels propos. À aucun moment, ils n'ont été interpellés sur les propos qui étaient en train d'être dits, sur ce qui est en train d'être dit. Mais c'est trop grave. Est-ce que eux, à leur place, voyant un parti adversaire tenir de tels discours, dans quel état d'esprit serait? Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pourquoi je dis, tu sais, nos actes là, ça parle plus que nos paroles. Il faut être cohérent avec ces actes. Vous ne pouvez pas traiter les autres de poser des actes injustes et vous-même, dans vos propos, à emprunter les mêmes voies. Ce n'est pas normal. Moi, franchement, je condamne ça. Et je dis que c'est leur droit de ne pas être content, mais ils disent que, et ça, j'emprunte les propos à quelqu'un hier, c'est eux, c'est ce qu'il a dit, le PDCI a construit ce pays. Donc, si le PDCI a construit ce pays, le PDCI est donc à la base
de l'architecture de l'État. Et l'architecture de l'État est régie par des règles. Donc pourquoi en sortir? Il faut qu'eux-mêmes soient conséquents envers eux-mêmes et qu'ils reviennent à la raison. Il faut éviter des propos de nature à créer des tensions ou bien à créer une situation incendiaire. Très bien, merci beaucoup Élisée. On a donc, on va dire, 3 minutes pour Barry, Dr Barry et Daouda. Commençons par vous, Dr Barry. Christelle, moi je comprends la situation dans laquelle se retrouvent les responsables du PDCI. Ils sont face à une situation que peut-être qu'ils n'avaient pas prévue. Ils ont leur champion qui est en difficulté. Mais, comme Élisée l'a rappelé, il faut savoir raison garder. Quand on est le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il faut être ouvert au débat. Moi, j'ai été un peu gêné de voir un monsieur qui pose une problématique qui peut fâcher. Parce que pour le moment, tout le monde est tourné vers le président Thiam. Mais à mon avis, il aurait fallu le laisser aller au bout de ses idées. Vous savez, dans un parti politique, il peut y avoir plusieurs courants, qu'ils soient idéologiques, qu'ils soient politiques. Mais c'est l'ensemble de ces courants qui font l'institution. Dans tous les grands partis politiques, on pose les questions qui fâchent. Et à mon avis, le monsieur qui parlait a touché un point sensible que certains ne veulent pas voir. Le président du parti a dit qu'il n'y aura pas de plan A, B, C, D, justement. Mais dans le parti, là, il y a la place du militant. Justement, l'erreur qu'on fait dans nos démocraties naissantes, c'est qu'on est en difficulté avec les personnes qui pensent le contraire de nos positions. Le monsieur il n'impose pas. Il a commencé par faire un constat, c'est que selon lui, le PDCI a fait ça, ça, ça. Donc les Ivoiriens veulent voter PDCI. Mais à côté, il fait une suggestion. Il n'ordonne pas quelque chose. On lui retire le micro et ça crie de partout, c'est pas joli. Le Parti travailliste britannique, lorsque David Miliband a perdu les élections, c'est son propre frère, Ed Miliband, en plein congrès, qui s'est opposé à son frère. Et ils sont allés au congrès, il a battu. Il a représenté les couleurs du Parti travailliste. Donc, un parti politique... Ce n'est pas le même exemple, mais on ne va pas revenir là-dessus. C'est une démocratie. On est dans une démocratie, on n'est pas dans une démocratie. Ça n'honore pas le parti. Et aussi, les responsables du PDCI, c'est vrai, actuellement, ils sont dans une position, ils peuvent être choqués, ils peuvent avoir mal. Mais moi, si j'avais un conseil à leur donner, notamment au secrétaire général, c'est de lui dire d'accepter en tant que parti politique de toucher les points qui fâchent. Ça va leur permettre d'avoir un panel de décisions un peu plus large. Mais si on reste focus sur un seul point, c'est leur liberté. On ne va pas trop s'attarder dessus, mais c'est juste une suggestion. Alors la réunion donc a été présidée par le haut représentant du président Tidiane Thiam dans le district d'Abidjan, le maire Abi Raoul Daouda. On a eu donc quelques commentaires, réactions. Moi j'ai eu honte. J'ai eu véritablement honte parce que Élisée en parlait tout à l'heure. Je pense que la chaîne a été responsable de ne pas sortir toutes les vidéos parce que les propos que j'ai pu entendre, c'était d'une violence extrême. Et pourquoi est-ce que j'ai eu honte? Parce que c'est filmé et après, on diffuse cela avec montage à l'appui, avec tapis, éléments sonores en bas de la vidéo. Et on diffuse cette vidéo-là. Et c'est diffusé sur le compte de qui? De Lournab Dia Oufoué. Moi, je pense que Dia Oufoué devrait se remettre en cause et dire à ses services de communication de ne pas diffuser ce genre de vidéos-là. Parce que ça va inciter à la haine. Parce que j'ai entendu, je ne sais pas si je peux le dire, moi, une personne dit ce pays est dirigé par des Maliens, par des Burkinabés, par des ceci. Quand on sait d'où on vient, ce que nous avons vécu, est-ce que ce genre de propos-là doit encore exister? Non. Maintenant, pour revenir sur le cas du pauvre monsieur, ça pose une question. Est-ce que la démocratie, véritablement, ça existe en interne au PDCI? Parce qu'on se rappelle bien, Dame Valérie Yapo était ici, après Jean-Louis Billon encore. On a comme l'impression qu'au PDCI, il ne doit pas avoir de voix discordantes. Quand Tidiane Thiam dit, on s'exécute, tête baissée et on avance. Non, il y a des gens qui ont envie de réfléchir. Il y a des gens qui estiment que cette situation n'est pas d'accord, d'autant plus que le PDCI, c'est une association. C'est une association, ce n'est pas l'entreprise privée de quelqu'un. C'est des gens qui se sont associés pour créer un parti politique. Chacun d'eux cotise à la hauteur de sa bouche. Je pense que c'est bien délimité. Les militants, les cadres supérieurs, les cadres moyens, tout le monde cotise.
Donc, chacun a droit à la parole. Mais quand on arrache le micro à quelqu'un en public, et comme il a dit tout à l'heure, c'est filmé et diffusé. Voici ma honte. Et sincèrement, grand frère Diaoufoué, tu n'aurais pas dû diffuser cela, malheureusement. Ça a été diffusé. Très bien. Barry, vous voulez faire un rajout? Oui, oui. Et puis, en fait, ce que moi j'ai constaté dans la vidéo, c'est que le haut représentant recevait des délégués et les responsables des comités de base. Ça veut dire que ce sont des responsables qui ont été reçus. Donc, ces responsables-là, ils ont une influence sur leurs militants. Donc, si vous ne les contrôlez pas, après, il peut y avoir dérapage. Ça veut dire quoi, contrôler? Contrôler, c'est de leur donner, faire un peu comme ce que le président Gbagbo a fait en mettant balle à terre. C'est vrai que le président Thiam est en difficulté, mais calmez-vous, on va trouver une solution entre les responsables. Faites confiance au bureau politique qui va prendre les décisions qui s'imposent. Mais si on laisse chaque responsable livrer avec émotion ce qu'il dit et on diffuse, ça peut avoir un impact négatif sur le climat politique. Et ce n'est pas dans l'intérêt du PDCI, à mon sens, parce que le PDCI a toujours dit que c'est un parti démocratique, c'est un parti de dialogue. Je crois qu'il y a un monsieur même qui a rappelé, il dit que le PDCI, c'est un parti de sagesse. Donc, un parti de sagesse, il faut savoir recadrer les militants qui déraillent. Il y a un comportement qui va avec. C'est dans votre intérêt politique, en fait. Élysée, il voulait donc écouter la base, les militants, pour avoir leur ressenti. C'est ce qui s'est passé. Vous pensez que, tel que dit Barry, le haut représentant, aurait dû, à un moment donné, intervenir? C'est quoi votre point? Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que dans les propos des différentes personnes qui ont pris la parole, il y avait des propos qui, pour moi, étaient des propos vraiment très irresponsables. Je pèse bien mes mots. J'ai dit très irresponsables. Et pour moi, on ne devait même pas les laisser aller au bout de ces propos-là. Il fallait l'arrêter pour canaliser un peu tout ça. Parce que je vais terminer par ça. Et ça s'adresse à tous les partis politiques, à tous les leaders politiques. Le plus important, ce n'est pas juste de prendre le pouvoir, mais c'est de pouvoir, quand on a pris le pouvoir, avoir la tête haute, marcher et puis être fier de ce qu'on a pris le pouvoir et être fier de regarder les gens en face et de leur dire que j'ai fait les choses dans les règles de l'art. Parce qu'il ne faut pas que demain, après avoir pris le pouvoir, vous ne soyez même pas en mesure de regarder certains parce que vous avez passé votre temps à les traiter comme des moins que rien. Vous ne pouvez même plus lever la tête parce que la honte fait que vous ne pouvez même pas les regarder en face. La vie qu'elle a là, vous ne savez pas. Aujourd'hui, ils sont adversaires. Demain, ils peuvent être comment on appelle ça, coéquipiers, partenaires. Donc il faut arrêter de tenir des propos qui demain vont vous mettre en position inconfortable. Ça, là, ça s'adresse à tout le monde. Il faut se donner une ligne rouge dans tout ce qu'on fait. Je peux ne pas être d'accord, mais j'ai une limite que je ne peux pas franchir. Et je prends, pour finir, la conclusion du Cheikh Diakité qui a dit que la ligne rouge de nous tous là, ça doit être la violence. Il ne faut pas qu'on y arrive. On peut tout se permettre, non, même pas tout se permettre, mais on peut dire des choses, mais ne pas franchir cette ligne rouge avec la violence parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Qui s'exprimait ainsi lorsque justement la CEI recevait les religieux. C'est ça. Très bien, merci beaucoup messieurs. On n'aura pas le temps de parler des 17 piliers de la DCI, dirigés par le président Assaletié Moko, assurément. Demain, nous reviendrons là-dessus. Merci de nous avoir suivis. Merci, chers amis. 10 secondes. Vous avez écouté le débat sur Live TV. Et ici, il est clair que même si tout le monde n'est pas d'accord, une chose est sûre, c'est que l'homme politique a parlé. La team, je vais d'abord faire ici une petite pause pour vous donner une information. Le PPACI, si je ne m'abuse, va organiser en Suisse une grande manifestation le 17 mai 2025. Il faut que les Nations Unies entendent parler de la Côte d'Ivoire. Donc, commencez à vous apprêter pour une manifestation de grande envergure. Ceci étant dit, vous venez donc d'écouter ici un débat pour le cas de l'opposition, mais aussi du parti au pouvoir. Parti au pouvoir qui a toujours raison, parce que quand il y a des chroniqueurs sur les plateaux, ils peuvent frapper fort sans avoir peur sur l'opposition. Mais quand il faut parler du parti au pouvoir, vous vous rendez compte qu'ils le font avec délicatesse. Ils évitent de froisser, de blesser. Quand on parle par contre de l'opposition, on piétine, on monte dessus, on insulte, on manque le respect. Mais ce n'est pas bien grave. Continuez comme ça. Il y a aussi des gens qui ne savaient pas qu'ils devaient perdre le pouvoir après la mort du président Bédié. Même le président Gbagbo ne savait pas qu'il allait perdre le pouvoir en 2010. Et c'est pareil pour Ouattara aujourd'hui qui ne croit pas qu'il va perdre le pouvoir. Bon, la question que je veux poser, pourquoi le président Laurent Gbagbo, après tout ça, est quand même rentré? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas la main de Dieu dedans? Sauf si vous n'êtes pas croyant. Sinon, nous tous,
nous savons qu'il y a Dieu dedans. Vous avez mené un bon débat, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il s'agit de sauver la Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est cette vérité qu'il faut dire à Alassane Ouattara de manière unanime. Le président Laurent Gbagbo avait la possibilité de donner un mot d'ordre. Mais il a dit calmez-vous, soyez patients. Donnons-leur encore l'opportunité jusqu'au 15 juin de régler les problèmes du pays. Est-ce que vous savez combien de temps ça fait? Si on vous donne l'opportunité de régler les problèmes jusqu'au 15 juin, ça vous donne quasiment plus de 45 jours. Ça vous donne plus de 45 jours. Car nous avons là quasiment presque 2 mois. Presque 2 mois qu'on vous donne pour régler les problèmes. Si pendant ce temps, vous vous entêtez à ne régler aucun problème, croyant être trop fort, trop puissant, trop musclé, bah vous devrez faire face à une population. Nous avons bien l'impression que vous avez décidé de tuer tous les Ivoiriens qui sont dans l'opposition. Bah on a encore honte des millions qui sont dans tous les partis de l'opposition. C'est vrai que dans notre opposition aujourd'hui, il y a des traîtres. Mais ce n'est pas bien grave, car l'élection de 2025 nous permettra de voir les traîtres qui se sont cachés jadis. Ces traîtres qui n'ont jamais voulu assumer leur rôle de traître, on le verra. C'est pourquoi toute alliance n'est pas bonne à dire, n'est pas bonne à faire aussi. Et c'est pourquoi il faut respecter le président Laurent Gbagbo sur le fait qu'il décide de lancer plutôt un mouvement que de faire des alliances à la con sans réellement base de conviction. Avec un mouvement, nous pouvons voir là-dedans tous les partis politiques. Nous pouvons voir là-dedans toutes les sociétés civiles. Nous pouvons voir là-dedans tous les citoyens ivoiriens. Donc c'est pour vous dire, vous pouvez vous mobiliser. Le combat sera rude, le combat sera long, mais le combat va se mener. Car comme le président Laurent Gbagbo lui-même l'a dit, il y aura toute forme de revendication et ces revendications seront permanentes. Ouattara ne pourra donc pas arrêter ça et il ne pourra pas accuser qui que ce soit. Car le mouvement sera un mouvement de tous les Ivoiriens et même des Ivoiriens qui sont dans le RIDP. Le président Laurent Gbagbo a donné un ton politique. Il a démontré c'est quoi faire la politique et il a fait la différence. Ceci étant dit, dites-moi vous ce que vous pensez après ce débat et on se voit pour une autre vidéo.